Comment toi tu définis les real world assets? Qu'est-ce que c'est? Et quels est leurs avantages et leurs inconvénients à tes yeux? Les real world assets, c'est assez simple. C'est l'action de représenter sur la blockchain des assets du monde réel. Alors, quand on dit des assets du monde réel, ça peut être quoi? Ça peut être de la dette avec des obligations. Ça peut être, en fait, ça peut être tout type de titres financiers, donc les actions d'une entreprise. Ça peut être, alors il y en a beaucoup, je suis pas fan, on en reparlera peut-être, mais ça peut être des crédits carbone. Ça peut être de l'immobilier. Ça peut être de l'or. Ça peut être, je sais pas, de la monnaie. Même les stablecoins, c'est N'importe du quoi real de world. tangible, quoi. Voilà, tout ce qui existe dans le monde réel, tu peux le représenter sur la blockchain. Et moi, j'aime bien déconstruire de choses. Il y a plein de monde qui essaie de te faire croire que les real world assets c'est super compliqué. En fait, pour représenter un bien du monde réel sur la blockchain, c'est assez simple, c'est contractuel. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux représenter les actions d'une société sur la blockchain, t'écris dans les statuts de la société, les actions de cette société sont représentées par X jetons sur X blockchain. Alors C'est ce qu'on fait évidemment, dans Pèlerin. voilà, par exemple. Et puis il y a plein de boîtes. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a une différence significative entre l'écosystème traditionnel et l'écosystème des real world assets. Et je pense qu'il faudrait vraiment tracer une ligne dans la tête des gens, dans la tête des gens qui nous écoutent. Il faut vraiment tracer une ligne très importante parce que l'écosystème des crypto-monnaies, il est en train de se faire réguler, difficilement aux US. Ça avance pas mal en Europe, assez rapidement en Asie. Euh, et à côté de ça, sur les real world assets, il faut pas oublier que la régulation, elle existe déjà. En fait, la blockchain dans ce monde-là, c'est juste une surcouche technique qui va permettre de fluidifier, de faciliter et de sécuriser un certain nombre de choses. Et quand je dis de choses, en fait, c'est surtout les transactions, hein. Et en fait, il faut pas oublier que aujourd'hui, quand on fait du real world assets, le sous-jacent, c'est celui qui va être la référence pour les autorités fiscales, pour les autorités légales. Je prends un exemple tout con. Si tu as une obligation basée sur de l'immobilier qui est enfermée dans un token, la France, elle a une position assez simple là-dessus. Elle dit, si demain vous avez des obligations immobilières dans un token et que vous les échangez sur la blockchain, elles sont considérées comme des obligations immobilières. Alors que si tu as une crypto-monnaie qui va te permettre, je sais pas, d'avoir n'importe quel projet de crypto traditionnel, si tu te l'échanges, c'est un crypto actif, donc tu as tes 30% à la sortie, t'as pas besoin de déclarer tes échanges, et en gros, tu es considéré par MiCA, les boîtes doivent avoir le PSAN, etc. Faut vraiment garder en tête que demain, si tu veux faire du real world asset en France, t'as pas besoin d'aller chercher un PSAN. T'as pas obligatoirement besoin d'aller chercher un PSAN. Il y a plein de raisons qui fait que tu vas aller le chercher. Mais sur le fond du sujet, tu seras une boîte qui émet des obligations immobilières. Tu seras pas une boîte crypto. Et il faut vraiment garder ce sujet-là en tête. Et c'est important de garder ce point de surcouche technologique parce que ça veut dire que d'un point de vue fiscal, ça t'enlève aucune pression fiscale, ça t'enlève aucune pression juridique. C'est-à-dire que si tu fais, si t'émets plus de 8 millions Si tu fais des d'obligations de... dingueries, t'auras des problèmes. Ouais, mais, Et ouais, les mêmes mais le point, problèmes que si tu habituellement. faisais si tu faisais des dingueries en crypto, tu pouvais t'en sortir parce que la dinguerie, elle n'était pas identifiée avant. C'est-à-dire que, tu vois, les gens, ils savaient pas trop Oh, c'est comment des te jetons punir. magiques. Ouais, les gens, ils savaient pas trop comment te punir, tu vois. C'est de l'argent magique. En gros, t'as dumpé sur le retail. En connaissant en finance traditionnelle, mais c'était quand même un peu nouveau. Là, si tu déconnes en tant que, alors moi, je parle beaucoup côté, on parlera peut-être un peu plus retail après, mais je parle beaucoup côté émetteur de jetons, enfin, projet, partie prenante de l'écosystème. Si tu déconnes, les problématiques, les temps de prison et les amendes, elles sont connues, quoi. Tu vois, c'est là en fait, tu fais de la finance traditionnelle, sauf que tu l'as fait grâce à la blockchain et tu la lies à la blockchain. Et c'est vraiment important de garder ça en tête, qu'on est sur un paradigme vraiment différent où là on revient sur des sujets un peu traditionnels. Et, euh, et d'ailleurs, ça me permet de souligner un point assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pleurer avec la thématique Real World Asset qui est en train d'émerger parce que en fait il y a deux DeFi qui vont émerger. Il y a la DeFi qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on aime bien, qui va continuer de vivre, et puis il y a une DeFi que j'appelle la KYC DeFi. Alors les gens ils lui donnent plein de noms, mais moi je l'appelle la Ok, KYC DeFi. SBF. C'est ouais voilà c'est une DeFi où tu vas devoir être KYC parce que plein de considérations juridiques. En fait tu peux pas par exemple tu peux pas vendre des tokens immobiliers en ligne à des gens qui n'ont pas KYC, tu vois. Et si quelqu'un vous vend un token immobilier en ligne
vous n'avez pas besoin de KYC, c'est qu'il n'y a sûrement pas d'immobilier derrière, quoi. Parce que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et en fait, c'est pour ça que la trend des RWA, elle est super intéressante. Moi, je l'adore, je suis trop content, c'est passionnant. Mais il faut bien se rendre compte que ça va à l'encontre de tout ce Ouais, dont faut on s'est oublier la battu. décentralisation à ce niveau-là, parce que, genre, la real world, enfin, les real world assets, c'est une narrative qui est bâtie quand même sur des éléments qui sont centralisés. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui dise, j'ai l'élément physique et je décide de le tokeniser. Donc ça dépend, enfin, en gros, tout dépend de qui est cet acteur qui, justement, détient l'actif physique. Et comment il le garde, comment il le préserve, etc. Et donc t'as un point of failure centralisé, quoi. C'est pas la DeFi en mode la décentralisation c'est incroyable, personne n'a vraiment le pouvoir, il y a une gouvernance tokenisée. Là pour le coup c'est des entités centralisées, c'est des entreprises qui disent on a acheté ces biens là, on vous permet de toucher une partie du yield ou nous aider à les acheter, mais au final tout reste sur la société et c'est vraiment le point of failure centralisé qu'on essaye d'éviter depuis un long moment. Donc au final, certes, ça représente pas forcément les idéaux, les valeurs crypto, etc. Mais je trouve que ça a aussi un sens parce que ça facilite la vie des gens qui sont en dehors de la crypto et si on peut les faire tomber dans le rabbit hole, tant mieux. Et puis ça permet aussi aux gens qui sont dans la crypto, au final, de toucher à ces actifs-là. Alors que la plupart du temps, c'est un enfer interminable. C'est-à-dire que moi, si je veux acheter de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut que je vende mes cryptos, que je me fasse imposer dessus, que je trouve une banque qui accepte de recevoir mes fonds, qui accepte de me faire un prêt. Donc en fait, tu t'es obligé de passer du monde crypto au monde traditionnel, au monde bancaire. Et donc en fait, le fait d'avoir les reward assets et cette sorte de DeFi KYC, comme tu t'expliques, c'est d'avoir une sorte de pont parfait qui t'évite tous ces points de friction en réalité. Ouais. Exactement. Je pense que tu as bien saisi le sujet. C'est vraiment une offre qui s'adresse à ceux qui veulent pas acheter de l'immobilier eux-mêmes. Tu vois, moi, j'ai aucun problème à dire que je suis pas propriétaire immobilier et la raison, elle est très simple, c'est par fainéantise parce que, en gros, pour avoir un 6-7% de rendement, ce qui est à peu près ce que tu as sur du locatif en France, en fait, faut compter ses heures. Alors oui, ok, tu as l'effet de levier, donc tu peux aller voir ta banque, tu as 20 000 euros et puis tu peux emprunter 150 000 euros. 100 000. Maintenant, tu peux emprunter 40 000 avec 20 000, mais bon, disons qu'à une époque bénie, avec 20 000 euros, tu pouvais emprunter 150 000. À ce moment-là, tu fais quoi derrière? Tu vas aller acheter ton bien, tu vas le retaper un peu, et puis vu que tu dois sauvegarder ton rendement, tu vas pas le mettre dans une agence parce que l'agence, elle va prendre un petit pourcentage. Donc Elle tu prend mets une pas dans bonne une partie de agence. ta marge. Ouais. Voilà. Donc tu mets pas dans une agence. Donc tu te retrouves là déjà pendant 3 semaines à aller faire des visites. Bon, alors si t'es dans le centre de Paris, c'est pas le cas, mais bon, tu te retrouves à faire des visites pendant 3 semaines, les gars qui sont intéressés, pas intéressés, etc. Ensuite, t'as le gars, je sais pas, il a mis un coup dans le mur, il faut réparer le mur. Mais attends, tu vas pas appeler un artisan qui va te coûter je sais pas combien. Le samedi après, voilà, au lieu d'aller faire du paddle sur le lac avec ta femme, tu te retrouves à aller réparer On va un gérer ces mur d'un merdes. gars. Ouais, tu te retrouves à gérer des merdes. Et en fait, le gars il paye pas. Oh là là, et là tu te retrouves au tribunal et tout. Enfin, mais en fait, il y a tellement d'emmerdes dans l'immobilier. Il y a plein de gens qui te disent que c'est facile, mais en fait, non, c'est pas facile. T'as plein de trucs à gagner, c'est-à-dire que si t'as vraiment du temps, si t'as envie, si t'as un CDI, C'est faut facile avoir un CDI. quand t'es à temps plein dessus, en fait, limite, hein. Et Non, encore même facile, c'est un grand mot, quoi. Mais, non, c'est facile si t'es passionné, si ça te fait envie. Mais si tu penses que l'immobilier c'est un revenu passif, non. Enfin, tu vois, tu te mets le doigt dans l'œil. Et du coup, moi j'adore. Il y a pas mal d'influx IMO que j'aime bien parce que il y en a que je déteste. Mais en général, tu vois, ils essayent pas de faire croire que l'IMO c'est facile. Tu vois, ils disent en fait, mec, tu vas devoir bosser si tu veux. L'immobilier c'est pas un revenu passif. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire que sur de l'immobilier fractionné. Alors oui, tes marges, enfin ton rendement, il est un peu plus bas, c'est-à-dire que aujourd'hui les rendements d'IMO, ils sont entre 4 et 7, tu vois. À 7, c'est vraiment le bout du monde si vous en trouvez à 7. Alors Realty, c'est un peu particulier parce que c'est un immobilier particulier à Détroit, etc. Mais disons que on veut faire un truc qu'on connaît bien, qui est près de chez nous. Donc on part sur un projet français qui achète des biens immobiliers en France. Les rendements, ils sont plutôt entre 4 et 7, ce qui est très bien. Et et en fait, à ce moment-là, là, t'as plus besoin de t'occuper de quoi que ce soit. Tu peux acheter directement en sortant tes cryptos. Et là, tu vois, ça commence d'avoir un peu de puissance, quoi. Parce que ce que t'achètes, c'est de la tranquillité, c'est de la passivité. Et on arrive sur un modèle qui me paraît assez intéressant pour être attractif.
Mais au final, la question que je me pose et que je pense que pas mal de gens se posent, c'est est-ce qu'on a besoin de tokeniser pour fractionner? Parce que de ce que je comprends, au final, tu peux fractionner aussi de différentes manières. Donc, et quel est l'intérêt au final de tokeniser tout ça et de faire le point avec la crypto? Est-ce que on peut faire déjà ce qu'on fait en crypto de d'autres manières? Et du coup, quel est l'intérêt et l'avantage principal des cryptos et de cette tokenisation? Alors là, on est allé un peu. Désolé, j'ai un peu fait dériver sur l'immobilier, mais c'est vrai que le fractionnement, il est super intéressant dans l'immo et il existe et tu peux fractionner sur l'immobilier. Hein. C'est-à-dire que tu dis, bon, bah, je vends des parts. En gros, en France, tu peux pas tokeniser de l'immobilier pur. Tu tokenises une C'est quoi? société. T'as une boîte, c'est ça. T'as Ouais, une t'as une boîte société. qui achète un bien et moi j'ai 10% de cette boîte, donc c'est comme si j'avais 10% du bien. En gros. Bah, alors ça, c'est le modèle realty, c'est le modèle des actions. Ou alors, cette société, elle peut dire, moi, j'émets des obligations. Donc, en gros, tu me fais un prêt et moi, je te donne l'équivalent du loyer que je vais toucher. Je te le rends en prêt. Donc, en gros, toi, en tant que retail, tu fais un prêt à l'entreprise. Et donc, c'est le modèle d'obligation immobilière que nous, on est en train que nous, on pousse. Et que je trouve pas mal. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des modèles de royalties. Il y a des modèles de fiducie. Il y a plein de modèles qui existent, mais en tout cas aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est une société dans laquelle tu mets de l'IMO et dans cette et c'est cette société qui est tokenisée. Euh, et ça marche aussi avec des entreprises traditionnelles. Tu vois, Cité Gestion par exemple, ils avaient tokenisé leurs actions. Et il y a vraiment ce point-là qui me paraît assez intéressant de dire fractionnement n'est pas obligatoirement tokenisation, mais tous les acteurs du fractionnement pensent très fort à la tokenisation et même ils savent très Ça bien que fluidifie les échanges, quoi. J'ai pas dans les 10 ans, besoin ils vont. d'aller voir un avocat pour lui dire je veux te céder mes parts pour que tu aies une part plus importante de ce bien-là et en échange de ce montant-là. Au final, là, tu peux juste vendre des jetons et juste échange de wallet à wallet et il n'y a pas besoin de passer par tous ces intermédiaires centralisés, malgré le fait qu'il y a un point of failure, Ouais, évidemment. Mais t'as pas besoin enfin, tu fluidifies l'échange, en fait. C'est ça le ouais. principal avantage de ce que je comprends. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a 10 000 avantages, il y a 10 000 cas d'usage duquel on pourrait parler. Pour moi, il y en a deux qui sont intéressants et une fois qu'on aura réglé ces deux-là en France, on pourra avancer et déjà on aura fait beaucoup de bien au secteur. Le premier, et là pour le coup, on parle pas que d'immobilier, hein, on parle vraiment de real world asset on-chain. Le premier, c'est le sujet de marché secondaire. Aujourd'hui, donc comme je te le disais tout à l'heure, tu es obligé de suivre les mêmes règles que dans le monde réel. Et des règles de marché secondaire du non-côté dans le monde réel, euh, C'est une dinguerie. c'est très très compliqué. Il faut avoir un certain nombre d'agréments qui coûtent très cher et dont certains qui sont distribués. Par exemple, l'agrément de plateforme multilatérale de négociation, il y en a 5 en Europe. Et ça te permettrait de pouvoir un peu échanger tout et n'importe quoi, n'importe comment. Tu vois, c'est l'agrément un peu ultime quand tu as ça. Tu peux devenir un exchange du security token sans que personne vienne mettre trop le nez chez toi. Euh, En fait, le premier sujet, c'est de créer cet exchange-là qui va permettre un exchange unifié, qui va permettre à tous les acteurs qui émettent des security tokens, donc que ce soit des security tokens immobiliers, que ce soit des security tokens de boîtes, que ce soit des security tokens dans lesquels il y a du credit, donc tu vois, c'est ce que fait Centrifuge, ce que fait Goldfinch, Maple, des trucs dans le genre. Et en fait, une fois qu'on aura un truc compliant en Europe, déjà, on n'aura pas créé de la liquidité, mais on aura créé les conditions d'une meilleure liquidité. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'immobilier. À partir du moment où tu as un marché secondaire, ton risque il descend forcément parce que en cas de crise immobilière, tu as une possibilité de sortir. Aujourd'hui, si tu achètes un bien immobilier tokenisé, si tu veux Tu sortir, restes bloqué. bah si tu veux sortir, faut que tu mettes un message sur Twitter en disant qui veut acheter mes tokens quoi. Tu vois, faut Oui, que tu fasses toi-même la publication quoi. Donc ouais, ça c'est le ouais. Non, premier mais même sujet. aujourd'hui, par rapport à l'immobilier, tout simplement, il y a des zones où je pense il y a des biens, enfin, il y a des zones où il y a moins de demandes. Et c'est ça qui me fait un peu peur avec l'immobilier, c'est, ok, j'achète un bien, je paye les frais de notaire, je paye tout ça, je paye ma banque, voilà, là. Et puis après arrive le moment où je veux vendre. Donc déjà, c'est quoi? Si c'est une résidence secondaire, tu payes une plus-value, c'est ça? Et en Ouais. plus de ça, faut trouver un acheteur. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, faut que lui, il ait son crédit.
faut que genre tout soit accepté légalement, etc. Au final, si tu veux vendre, t'en as toujours pour des mois, quoi. Ça peut pas se passer en semaines, quoi. Donc en fait, t'as un actif qui est illiquide à mort, et donc t'essayes de le rendre plus liquide, je suppose, avec les jetons, quoi. Parce que moi, je me dis, si j'achète un bien et que je veux le revendre, j'en parlais avec un pote à moi qui a voulu vendre son bien. Quel enfer, quel enfer. Surtout quand t'es pas dans le pays pour le vendre. Ça prend des mois, t'es obligé d'être là en personne pour certains trucs et tout, c'est compliqué de ce que j'ai compris. Alors moi, je suis pas un expert immobilier, c'est pour ça que justement, Ouais. je t'ai reçu Mais ici tu vois, pour avoir aussi cette vision-là, mais là, on parle de l'immobilier, mais on peut parler aussi d'un certain nombre de titres financiers, d'un certain nombre de dettes. Où tu vois, il y a un truc en finance qui s'appelle le règlement livraison. Souvent, ça prend 3 jours. On-chain, ça prend 20 secondes en fait. Donc, le règlement livraison, c'est le moment entre lequel tu payes ton bien, enfin, tu payes ton titre et le moment dans lequel tu reçois, euh, qui est opéré par des acteurs ultra régulés. Et ces acteurs ultra régulés, même eux, ils disent, on a fait des tests avec les blockchains, ça marche mieux, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que le marché secondaire, c'est un point qui est super intéressant. Ça crée pas de la liquidité, mais ça crée des conditions de liquidité qui sont plus favorables. Ça, c'est important parce que créer de la liquidité, c'est déjà on créerait de l'argent magique, et ça, on laisse ça aux banques centrales. Le second point qui est assez intéressant, c'est celui de la collatéralisation. En fait, ça existait déjà avant. Ça s'appelait le nantissement. C'est-à-dire que toi, si tu as des assets, disons que tu as pour 20 000 euros d'obligations, tu peux aller voir ton banquier et lui dire j'aimerais le mettre en collatéral pour emprunter 10 000 euros. Ça, c'est possible en France. En gros, il faut aller voir ton banquier 2 fois, ça te coûte à peu près 300 euros. Il y a plein de trucs à signer. On te demande pourquoi tu veux faire ça. Enfin, vraiment, c'est lunaire. Alors que la collatéralisation, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, les gens qui te suivent, ils sont super bien placés pour le savoir, c'est le modèle qui marche le mieux sur la blockchain. C'est-à-dire que je suis sûr, il y a plein de gens, ils ont découvert ce que c'était une mise en collatérale avec la blockchain parce que c'est un cas d'usage qui marche super bien, il n'y a pas besoin de confiance, ça va vite, c'est efficace. Et en fait, la mise en collatéral des assets, ça va être un cas d'usage qui sera super intéressant parce que à partir de demain, ça va te coûter 20 centimes, ça sera fait en 20 secondes et tu pourras le faire le dimanche matin. Et là, tu commences d'avoir un secteur mais tu fais peur aux financier banquiers, qui... hein, et Ouais, mais à non, tous parce les que les banquiers, ils intermédiaires. vont s'en saisir. Les banquiers, ils vont s'en saisir, et ils disent déjà qu'ils vont s'en saisir. Euh, Ça leur fait évidemment peur, mais tu vois, ils ont plutôt envie d'aller sur cet écosystème-là. Mais par contre, tu es en train de faire un gain d'efficacité dans le système financier qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que, tu vois, la trend, elle est quand même elle est profonde, elle est marquée, et il y aura pas de retour en arrière. Tu vois, on est tous à peu près sûr de, ou alors, je vois pas d'où il vient, quoi.